On raconte que là-bas, les poètes se cognent les uns aux autres, comme une brique sur la tête d'un ennemi. On raconte que là-bas, le sol est jonché de milliers et de milliers de feuilles blanches, et que chacune de ces feuilles blanches a appartenu à une personne abandonnée par les mots. C'est un no man's land, un terrain vague, un gisement mort entre les strophes. Tous, nous connaissons ce lieu. Tous, nous connaissons cette peur de ne plus être à la hauteur du texte précédent. Tous, nous redoutons cet appel de la synchronicité qui ne se chorégraphiera en rien. Alors nous nous répétons mantra, mantra. Cela ne peut pas ne pas avoir de sens, cela ne peut pas ne pas être un signe, cela ne se peut. Et les jours passent, on s'échine, on s'obstine. Pas une ligne, pas une rime. Apnée, souffle court, apnée, feuille blanche. Je dois écrire, je peux écrire, je veux écrire, je peux le faire. Et les jours passent, on s'aigrit, on s'agrippe à la fausse perle, la fausse pépite, la pâle copie. Déjà vu, déjà lu, déjà dit, prêt à porter, prêt à rapper, prêt à slammer. Et puis soudain... Ceux qui reviennent de là-bas parlent d'alignement foudroyant et de renaissance brutale. Soudain, ton poème est là, devant toi. Tapis rouge qui se déroule comme écrit, comme sorti, comme jailli d'un autre que toi. Alors certes, ton poème est encore à ciseler. Certes, ton poème est encore à apprivoiser, mais il est là, devant toi. Coup de poing immobile au milieu des milliers et des milliers de feuilles blanches qui se mettent à tourner, à tourner, à tourner autour de lui. Écoute, écoute, c'est une invitation. C'est une invitation à enfin entendre ce que ton ventre, ce que ton bide, ce que tes tripes ont à te dire. Travaillez, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. Travaillez, prenez de la peine, oh, la vie est belle, débrouillez-vous, débrouillez-vous, oh. La vie est belle. Plus jamais je ne laisserai un employeur me traiter d'éponge. Une éponge est un morceau de foie, ivrogné de souffrance. Ce sont 6 lettres détrempées et malsonnantes qui bavent sur le métal de mon métal croquant. Plus jamais je ne laisserai une petite chef, oiseau marécageur, dénigrer mes atours de poétesse, m'évaluer d'un regard borgne tapi dans sa volaille et glousser dans ses entrefilets à la fonte de mon estime. C'est comme ça. Depuis ce matin, chacun de mes gestes a pris une tournure vitale. Vital que je me barre au plus vite de ce bureau. Vital que je me débarrasse de cette collerette bouffante, bluffante, étouffante de salariés modèles. Vital que je cesse de mensonger, de m'épouvantailler, de m'époumoner en vain. Je ne veux pas crever. Non. Je ne veux pas crever en derviche mécanique clouée à une danse de fourmis. Je veux redevenir moi. Je veux redevenir moi. Souffle, sève, liquide précieux murmuré à la petite cuillère. Corps libre, rebond, je veux redevenir moi. Comme avant. Avant la torpeur. Avant l'aigreur. Avant la toute première machine à écrire confisquée sous prétexte de textes jugés trop déplacés. Avant les notes de l'instituteur. L'ennui. Ce terrible ennui et cette étroitesse de ces chemins bordés de normes et cette timidité maladive et cette angoisse de la page blanche qui ne désempliront plus durant d'interminables, inextricables années. Je veux redevenir moi, parce que moi, c'est nous. Redevenir moi, redevenir nous, redevenir nous, redevenir moi, redevenir nous, retourner à nous, revenir à nous, revenir à nous. Peuple de guerrières, oui, ce magnifique peuple de guerrières, nous,
ce magnifique peuple de guerrières, et je ne m'excuserai pas du mot guerrière, car c'est exactement ce que je verrai. Des casques, des scaphandres, de la limaille, des cuirasses, des cuissardes, de la riposte en ordre de bataille, des sabres, des kamikazes, des commandos et des épaulettes en ferraille précieuse. Voilà ce que je verrai. Un majestueux animal collectif, un gigantesque poisson aux écailles métalliques avec chaque écaille femme, chaque écaille fille, chaque écaille mère, armé à sa manière pour riposter contre la violence du système. Car c'est le même système, oui, c'est le même système qui te demande d'être violé sans faire de vagues, le même système qui te demande de te serrer la ceinture sans faire tout un ramdam autour de ta précarité, le même système qui te demande de gerber, de vieillir, de crever sans salir la moquette, le même système qui débaptise un tunnel Léopold II par-ci et qui rebaptise une place Lumumba par-là pour que tu fermes un peu ta gueule. Et c'est le même système qui s'accommode parfaitement, oui, parfaitement des centres fermés, des jungles, des bidonvilles sous le périph' et des enfants qui grelottent dans la boue et des hommes nus à ses frontières. C'est le même système. Alors oui, d'accord, on écrit de beaux poèmes pour le 8 mars, mais so what? Alors oui, d'accord, on se casse, mais pour aller où? Pour aller où? Et toi, là, maintenant, arc-bouté sur ton vélo, tu n'en as que faire de toutes ces questions, tu n'en as que faire, tu pédales, tu cavales, tes perles brinque-balles sur tes secrets, tu pédales, tu cavales, culotte trempée, lèvres gonflées, tu pédales, tu cavales, tu cavales, tu cavales, tu cavales, tu pédales, tu cavales, brûler la liste du padré, tu pédales, tu cavales, brûler la liste du padré, ces interdits multipliés, distribués à la volée, comme des claques qui carillonnent au chevet de tes égarements. Interdit, interdit, interdit. Interdit, interdit de rire à gorge déployée, interdit de te décolleter, de raccourcir tes ourlets, interdit, interdit, interdit de déambuler, marcher toute seule dans le quartier, interdit de noctambuler, interdit de danser, danser, la nuit, danser, 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 vibrer, interdit, 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 interdit de salir la robe, l'honneur, le nom et la lignée. Mais toi, là, maintenant, arc-bouté sur ton vélo, le cœur tendu, amoureuse, tu n'en as que faire de tous ces interdits, alors tu pédales, tu cavales, tes perles brinque-balles sur tes secrets, tu pédales, tu cavales, tu pédales, tu cavales, tu cavales, tu cavales, tu cavales, interdit d'interdire d'aimer, de désirer, de fantasmer, de s'attacher, de s'enticher, de se sentir surexister, goûter, toucher, te caresser, culotte trempée, te caresser, lèvres gonflées, danser, 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 la nuit, danser, 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 la nuit, danser, 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 et brûler, 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 brûler le vieux monde, brûler tout ce qui blesse, brûler tout ce qui retire dignité, brûler et ne garder qu'un mot, garder un seul mot. Poésie. Oui, poétesse. Redis poésie, redis-nous poésie. Poétesse, redis poésie, redis-nous avec fierté d'où tu viens. Redis-nous que tu as grandi à la cité et que personne ne devrait avoir honte d'avoir grandi à la cité. Redis-nous comment les sacrifices des parents et comment les livres empruntés à la bibliothèque peuvent sauver quelques adolescences du mépris de classe. Redis que ces langues de feu contre langues de bois, souffle de la rue contre le chaud et le froid. Redis, poétesse, redis que nous ne sommes pas là pour planquer les injustices derrière des arcs-en-ciel, que nous ne sommes pas là pour passer la brosse à reluire sur ce qui brille déjà. Redis que nous ne sommes pas obligés de porter des marinières proprettes pour pouvoir parler d'éternité et que nous ne sommes pas obligés de chier des alexandrins pour être édités. Nous sommes de tous bords, de la fosse et de la fange. Nous sommes de tout vent, de tous bords. Nos larmes ne s'étudient pas au conservatoire. Nos rires sont gras, nos manières excessives. Redis, poétesse, redis, bouche, sexe, sueur, bouche,
sexe, 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 sueur, bouche, sexe, sueur. Redis bouche, sexe, sueur, juste pour le plaisir. Et aussi parce que dans d'autres pays, tu valserais au trou pour 3 fois moins que cela. Redis poétesse, redis poésie, 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 pour que chaque fois qu'un ouragan arrache le toit d'une baraque pour le planter dans la poitrine d'une femme. Poésie, poésie chaque fois que des plus jeunes que toi s'effondrent. Poésie, pour chaque jeté par-dessus bord, pour chaque lancé dans les orties, pour chaque rangée dans les placards. Redis poésie et cramponne-toi, oui, cramponne-toi, cramponne-toi, cramponne-toi à l'humanité qui ne renonce en personne. Et même quand la poésie ne pourra absolument rien pour apaiser le premier chagrin d'amour de ton fils, absolument rien pour l'extirper de son petit scaphandre de tristesse, redis poésie, 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 redis poésie, poétesse, redis poésie, poésie, poésie. Surtout ce jour-là, même ce jour-là, surtout ce jour-là, redis poésie. Et grâce à cette poésie, tu pourras te redresser et tu pourras redire aussi ton nom avec fierté. Je m'appelle Lisette. Lisette Lombé, Lombé à Lombé, fille de Claire Monique Dejoet et de Jean-Marie Lombé Yangongo, conçue à Kinshasa, née à Namur, 30 août 1978. Dans mon sang, il y a le Kasaï et il y a la Meuse. Il y a le 504 rue Kindou et le 88 avenue de la Pérelle. Il y a la cité congolaise avec sa poudre à lessiver qui mousse dans les caniveaux. Et il y a la cité belge avec son herbe qui pousse au pied des cages en béton. Dans mon sang, couleurs, odeurs qui se chevauchent, micaté, frites maison, lingala, wallon namurois et l'élégance des léopards. Dans mon sang, 2 corps, 2 cœurs qui ont dit merde à la norme, premier noir, première blanche, secousse des grands-parents, rencontre du tiers-monde et du quart-monde qui donne un nouveau monde. Moi, passeuse de feu, semeuse de graines, voix des sans-voix, j'écris, oui, j'écris pour que mes enfants, que mes 3 enfants, n'oublient pas de quel ventre ils sont nés. Oubliez, oubliez, il y a ceux et celles qui veulent oublier, il y a ceux et celles qui ne veulent pas oublier, il y a ceux et celles qui voudraient qu'on oublie, mais on n'oublie pas, on n'oublie pas. Qui, mot de Patrice Lumumba, qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que le vous, honorable, était réservé aux seuls blancs. Qui oubliera? Ils m'ont dit tu es une bamboula, une grosse guenon, un cancrelat. Tu es sale, sale bougnoule, ta mère a couché avec un nègre, tu es une bâtarde. Ils m'ont dit tu devrais retourner dans ton pays, dans ta hutte, dans ta brousse. Tu devrais remonter dans ton arbre, ta liane, tes bananes. Tu devrais remercier la Belgique de t'avoir accueilli, même si tu es né ici. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu. Tu devras apprendre à passer ton chemin. C'est déjà loué, c'est déjà pourvu, c'est déjà complet. Tu devras apprendre à te justifier. Je suis belge, je suis diplômée, je suis qualifiée. Tu devras apprendre une autre histoire aussi. Afrique, sauvage, sous-développée, t'intégrer, t'assimiler, t'encager, te corseter, te faire douter, te faire avoir peur, te faire avoir honte de ta couleur, te faire oublier tes frères et tes sœurs. Toi, la Joséphine Baker, petit oiseau exotique, gazelle, tigresse, le cul, les fesses. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu à l'arabe, à la Rome, à mes oncles, à mon père, tu, aux sans-papiers, aux sans-abri, aux sans-emploi, tu, ouvriers, ouvrières, prisonniers, prisonnières, malades mentaux, handicapés, jeunes des cités, aides ménagères, tu la pute, tu la tox, tu la gouine, tu. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu. Ils m'ont dit tu. Et moi, je leur ai dit non. Pas tu, nous. Redevenir moi, redevenir nous. Redevenir moi, redevenir nous. Nous, nous, nous. Nous sommes des griottes.
habillées de peau noire, des négresses, oui, mais des négresses ailées, aux plumes indomptables. Merci Lisette. On va commencer par se remettre de nos émotions, je crois. Alors nous venons d'entendre Lisette Lombé interpréter des extraits de Brûler, 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 un recueil publié chez Iconopop en automne 2020. Alors Lisette Lombé est poétesse, slameuse, autrice de Black Words et Vénus Poetica. Donc elle vient de nous montrer, je crois, en live combien ces textes sont destinés à la scène, faits pour être interprétés, et des textes à écouter, à vivre sur scène. Nous allons entendre tout à l'heure d'autres autrices de cette collection, donc Clémentine Beauvais, Suzanne Roballet et Pauline Delabroix à l'art. Et elles vont nous faire découvrir leurs textes et vont, en les portant sur scène, en souligner aussi toute la poésie. En attendant, du coup, je me tourne vers vous, donc Cécile Coulon et Alexandre Bord, les directeurs et créateurs de cette collection. Donc Cécile Coulon, vous êtes poétesse, romancière, auteure du Roi n'a pas sommeil, 3 saisons d'orage et Une bête au paradis. Vous avez créé l'année dernière avec Alexandre Bord une collection, donc l'Iconopop chez Iconoclast, donc collection que vous co-dirigez avec Alexandre Bord. Alexandre Bord, vous êtes éditeur, ancien libraire et féru de poésie classique et contemporaine. Alors j'ai envie de dire, en ayant découvert vos recueils, que vous n'avez peur de rien. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur ce projet, expliquer votre rencontre, comment est née l'idée de cette collection? Alors Alexandre et moi, on s'est rencontrés il y a plusieurs années maintenant, autour d'un roman que j'avais écrit qui était 3 saisons d'orage, et j'étais invitée à la librairie où travaillait Alexandre pour une émission de France Culture. Et Alexandre était le libraire qui faisait sa proposition de lecture, sa recommandation de lecture, et en partant, il m'a donné un texte de poésie, enfin un recueil de poèmes de Antoine Mouton d'ailleurs. Et à partir de là, s'est créé entre nous une très très longue discussion et on s'est revus plusieurs fois. Puis il a été la personne qui a fait la préface d'un de mes recueils de poèmes. Il a édité mes propres poèmes aussi. D'accord. Et puis en parallèle de cela, je suis arrivée à l'Iconoclast avec mes romans pour Une bête au paradis. Et la directrice de l'Iconoclast, Sophie de Sivry, vient me voir un jour en me disant voilà, je sens qu'il se passe quelque chose, notamment sur les réseaux sociaux, autour de la poésie, autour des textes courts. J'ai envie de créer une collection, est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui, mais je ne pourrais pas le faire toute seule. Et donc elle revient 6 mois plus tard et elle me dit si vous le faites à 2, est-ce que ça t'intéresse un peu plus? Et j'ai dit oui. Elle m'a dit dis-moi qui pourrait aller avec toi. Et le nom d'Alexandre est sorti très vite. Et c'est comme ça qu'on a été amenés à travailler ensemble. Mais en fait, tout s'est tissé autour des livres et de la poésie. On s'est vraiment rencontrés là-dessus et maintenant on travaille là-dessus. Et je pense qu'on a tous les deux envie, enfin je vais le laisser parler un petit peu, hein, mais je pense qu'on a tous les deux envie de proposer des textes, que ce soit en tout cas du slam, de la poésie, du rap, des textes courts, des textes brefs, au plus grand nombre. Oui, c'est ça qui a toujours été important pour nous deux. Oui, Alexandre. Bonsoir. Oui, Cécile raconte très bien la genèse du projet. Et lors de ces longues discussions qui ont précédé la création de la collection et au tout début, on est parti, on avait la même sensation que celle de Sophie de Sivry, à savoir qu'il y avait un public en fait pour ces textes-là, qu'il suffisait juste de trouver les bons textes. C'était tout simplement l'expérience que tu avais faite avec ton premier recueil, Les Ronces, qui a eu un grand succès, et dans la poésie contemporaine, vendre plus de 10 000 exemplaires, c'est rarissime. Et s'il y avait des lecteurs et des lectrices pour Les Ronces, pourquoi il n'y en aurait pas pour d'autres types de livres dans la même veine, on va dire. Alors après, on n'a pas voulu faire à l'Iconopop des nouveaux livres de bébé Cécile Coulon. On n'a pas cloné Cécile pour l'Iconopop. Oui. Mais en tout cas, ça nous a donné la conviction que le lectorat de poésie était beaucoup plus large que ce qu'on veut bien nous faire croire. Oui. Donc à l'origine, c'est une rencontre, donc une aventure humaine et puis ensuite intellectuelle, artistique. Mais vous avez du coup
si on part de cette idée de rencontre, vous avez aussi dans vos recueils une rencontre entre différents arts, des arts qui dialoguent, la présence de photos, de collages. Donc je pense par exemple au recueil de Lisette Lombé, dans lequel on a les collages, ou ceux de Suzanne Robalet, où on a les photos. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce dialogue entre les arts, cette confrontation? C'était pas du tout prémédité. C'était pas prémédité. Pas, Okay. du tout. Quand on a pensé la collection, on savait pas du tout que ça allait partir dans cette direction-là. Et on aura des livres qui ne seront pas illustrés. Mais pour les 3 premiers, quand on a commencé à travailler avec Mathias Malzieu, il nous a dit qu'il écrivait des poèmes pour Daria Nelson, sa compagne. Et il nous a dit, mais vous savez, Daria, elle est artiste. Et on aimerait bien faire le livre à 4 mains. Donc on leur a donné carte blanche à tous les deux. Moi, Lisette, j'ai découvert Black Words et Tenir, qui ont été publiés chez un éditeur belge, Maelstrom. Et dans ces livres en Belgique, il y avait des collages de Lisette. Donc je savais que Lisette était collagiste. Et en fait, il nous a semblé tout naturel de proposer à Lisette de mettre aussi des collages dans son livre. Et pour Suzanne Robalet, lorsque elle m'a fait lire ses textes au début, j'ai avant tout flashé sur ses textes et Cécile aussi. Et c'est des mois plus tard qu'elle m'a dit, mais tu sais, je suis aussi photographe, est-ce que ça t'intéresse? Et en fait, elle m'a envoyé un panel de photos. Elle m'a envoyé un dossier avec je ne sais pas combien de photos et j'étais épaté par son talent. Oui. Et je me suis dit, tant qu'à faire, allons-y, faisons dialoguer ces photos et ces textes. Et ça, je trouve que ça crée un rythme, en fait, une respiration aussi au sein du recueil. Quand on le lit, ça a un impact assez fort, je trouve, cette confrontation. Et puis ça permet vraiment de créer une autre musique aussi. Et est-ce que, par rapport à ça, excusez-moi, j'ai perdu mon... Donc, par exemple, pas de vie sans poésie, est-ce que vous êtes d'accord, Cécile Coulomb, avec cette idée? Non seulement je suis d'accord, et pour reprendre ce qu'on a entendu de Lisette, c'est répéter sans cesse ce mot, parce que c'est partout. Donc oui, pas de vie sans poésie, parce que si on... En fait, je suppose que la définition qu'on donne de la poésie, elle est différente selon la personne à qui on pose la question aussi. Et que chacun la trouve et la fait comme il peut ou comme elle peut. Donc oui, pas de vie sans poésie, et c'est pas forcément écrire de la poésie, c'est la ressentir, c'est tout d'un coup être surpris ou surprise, c'est des fulgurances qui viennent au moment souvent où on ne s'y attend pas. Et puis dans mon cas, pas de vie sans poésie, je ne peux pas vivre si j'écris pas de poèmes, si je n'en lis pas, et si je vais pas dénicher ceux des autres. Il y a aussi une très grande, comment dire, il y a un aspect assez excitant et presque ludique à se dire, bah voilà, aujourd'hui... mon aventure de la journée, ça va être d'aller dénicher, soit en ligne, soit en librairie, quelqu'un, un nom que je ne connais pas, et qui va m'attirer dans son univers d'une façon absolument, à la fois discrète et magnifique. Et ça fait partie, c'est le métier, mais c'est vraiment, on a l'impression que tous les jours ou toutes les semaines, on vit des émotions incroyables, fortes, et que ça n'en finit pas, en fait. Et que la poésie que portent les poètes, les poétesses, mais aussi les gens chaque jour que Dieu fait et tous les autres aussi, que ce soit dans le train, sur un quai, dans un festival, dans une classe, il y a toujours quelque chose qui a le droit d'être dans un livre édité et d'être entendu. C'est certain. Il y a tellement de choses. En fait, on n'a pas assez de place. C'est ça le problème. Et en parlant de ces voix, tout à l'heure, vous m'avez dit les voix nouvelles, ce sont des voix de femmes. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, ou aussi Alexandre? Moi, je rebondis juste, pas de vie sans poésie, mais pas de poésie sans vie non plus. Pas de poésie sans vie. Et non, mais c'est très important, parce que je pense que s'il y a une partie des gens qui se sont détournés de la poésie, c'est que ça leur paraissait abstrait et désincarné. Et nous, on souhaite montrer que la poésie regorge de vie. Donc, pas de vie sans poésie, mais pas de poésie sans vie.
Et c'est un oui, moyen de la rendre plus accessible, alors que le format que vous proposez, à la fois court et puis à la fois avec d'autres médiums, en fait, c'est un moyen de la rendre plus accessible, plus populaire. On peut oui, dire bien ça sûr. comme ça. Non, mais n'ayons pas honte Oui, c'est ça. du mot populaire. Du Oui, oui. populaire, ouais. Nous, on veut faire des livres qui s'adressent À tous. à tous Ouais. et à toutes. Et justement, ce qui permet de rebondir sur votre Ouais. question sur les paroles féminines, tout simplement, on lit beaucoup de choses, Cécile et moi, on reçoit beaucoup de textes, Oui. et on est assez frappé par la qualité de ce qu'on reçoit en règle générale, mais c'est surtout que les paroles, les écrits des femmes nous paraissent plus chargés, plus novateurs, plus ambitieux. Voilà, ce qui veut pas dire qu'on va pas publier d'hommes à l'Iconopop, bien au contraire. Notre saison 3 qui sort en octobre, ça sera 3 hommes. Donc, mais je pense aussi que, et là je reprends ce que nous avait dit Sophie de Civry tout au début, à savoir il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, et ce quelque chose, c'était aussi une prise de parole des jeunes femmes, pas que des jeunes femmes d'ailleurs, mais en tout cas des femmes, sur ce qui leur arrive, sur... Enfin voilà, on va pas revenir. Enfin, on peut repartir encore. On peut faire des heures sur la place des femmes, sur ce qu'elles endurent depuis des centaines, voire des milliers d'années, et que tout d'un coup, il y a de plus en plus de voix sur de plus en plus de supports qui disent ce qui se passe et qui disent on n'en peut plus, stop. Et ça passe par la poésie et ça passe par ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on va entendre aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. En fait, c'est aussi le fait que ces textes soient destinés à la scène, c'est aussi un prolongement finalement de ces voix et une autre façon de les faire résonner. Alors non seulement c'est un prolongement, mais ça c'était décidé dès le départ. C'était décidé dès le départ. L'idée c'était quand même, et là pour le coup Alexandre en tant que libraire le sait très bien, c'est qu'il y a déjà beaucoup de collections qui existent en France. Si c'est pour faire une énième collection où on va proposer des textes certes qui nous intéressent beaucoup et qui peuvent intéresser les gens, mais qu'on ne peut pas sortir de ça, finalement on va pas arriver au bout de ce qu'on veut faire. Or, dès le départ, c'était il faut qu'on puisse porter ces écrits ailleurs que dans la librairie et dans le livre. Il faut absolument qu'on puisse multiplier les façons, non pas de promouvoir le texte, mais de proposer le texte et de le faire et de le transmettre aussi. Parce qu'il y a évidemment une question financière, même si les textes, nos livres ne sont pas très chers, tout le monde ne peut pas mettre 12 ou 13 euros dans un texte, et donc il faut pouvoir l'entendre en audio, il faut pouvoir le voir sur scène et le vivre aussi sur scène, l'entendre en musique. Et dès le départ, on a construit la collection en fonction de cela aussi. D'accord. Et alors, quand vous recevez les manuscrits, maintenant, quels sont vos critères de sélection? C'est l'émotion que vous reprenez, que vous ressentez, que vous... Tu réponds à... Oui, l'émotion, après, c'est toujours des choses qui sont très, très personnelles. Donc, l'avantage, c'est qu'on est deux. Oui. Et que tous les livres qu'on choisit de publier, c'est des livres qu'on a aimés tous les deux. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, on a eu des expériences où moi, j'ai fait lire un manuscrit qui m'avait plu à Cécile et elle m'a dit que ça ne la branchait pas. Et inversement. Et en fait, on n'a pas d'affect là-dessus. On a envie de faire des livres qui nous plaisent à tous les deux. Après, voilà, il n'y a pas de critères, on va dire. C'est-à-dire que... on a envie de se sentir bien et on a envie de donner à lire, c'est ça. Publier, c'est rendre public. Et quand on décide de publier un texte, c'est qu'on a envie que plein de gens le lisent. Donc c'est pas juste pour notre petit plaisir personnel. Peut-être que le seul critère, c'est que si on reçoit un texte de 5 pages, c'est trop court, et si c'est 350 pages, c'est trop long. Voilà le seul critère qui peut faire basculer entre oui et non. Mais effectivement... et ça, dès le départ, en fait, maintenant, je me félicite d'avoir demandé une deuxième personne, parce que d'avoir 2 regards, ça change absolument tout. Ça change tout, ouais. Et un format court, du coup, pourquoi c'était pour augmenter un peu cette puissance des textes, des recueils Déjà, c'est pour avoir des livres qui font pas peur. Oui, c'est ça. Parce que, comme on disait, la poésie fait peur. À beaucoup de gens qui n'en lisent pas. Donc avoir le mot poésie fait peur. Le mot poésie fait peur. Ouais. Donc avoir des livres accessibles, peu chers. Oui. Et donc c'est une question économique de toute façon, parce que si on veut faire des livres de 200 pages, ils vont forcément être plus chers. Donc oui, des formats courts qui rentrent dans la poche, qu'on a envie de donner, qu'on a envie d'offrir, qu'on a envie de partager, qu'on peut corner,
à la fois, c'est des livres qui sont beaux, mais on ne veut pas qu'ils soient précieux. Et on a essayé de trouver un équilibre entre on voulait pas les qu'ils deux. soient fragiles, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on puisse les avoir dans la poche et s'asseoir dans le métro avec et devoir attraper son bus avec le bouquin sur soi et qu'il puisse être tourné dans tous les sens, corné, et que c'est pas un problème, c'est fait pour ça. Oui, c'est pas un livre qu'on met dans la bibliothèque. C'est pas forcément un livre qu'on met sur son étagère ou sur la cheminée. On le met où on veut, justement. C'est un livre qui est un objet quotidien. Un livre, ok. Ouais, une poésie du quotidien, et que vous avez aussi dans certaines de vos autrices. Je pensais à Pauline Delabroix-Allard, qu'on avait une belle poésie du quotidien, un quotidien transformé et complètement rendu, sublimé par la poésie. Vous, est-ce que, alors, comment travaillez-vous avec les autrices? J'ai l'impression qu'elles ont une grande liberté et que ça participe aussi de la réussite des recueils, en fait, ce regard que vous avez d'éditeur qui est bienveillant, qui laisse une entière sans trop de contraintes. Non. Est-ce que votre rôle, quel est votre rôle en tant qu'éditeur dans cette aventure? Une fois qu'on a accepté de faire un projet, de travailler avec un auteur, oui, on lui donne quelques cadres, et puis il y a toujours un petit peu de travail après sur les textes, du peaufinage, on discute. Oui. Mais c'est vrai qu'on demande avant tout aux auteurs, aux autrices de se faire plaisir, de nous proposer le projet qui leur plaît. Mais les règles, ce sont celles du format de la collection. Et après, on bricole avec ça. Mais en fait, chaque livre est unique, chaque livre est fait différemment. Il n'y a aucun livre qu'on travaille de la même manière. Donc, il n'y a pas une règle, il n'y a pas... c'est libre. Et puis, il y a toujours un moment du travail où l'un s'efface, enfin, là, je parle de nous deux, s'efface par rapport à l'autre. Si moi, je suis plus présente tout au début, quand il s'agit soit d'aller chercher, soit de dénicher, soit de proposer, Alexandre, lui, va prendre le relais et être à son tour beaucoup plus présent quand il va falloir aller dans le dur du texte. Et ensuite, on va partager ça tous les deux dans notre coin, on va retravailler un peu ensemble. Mais... je ne sais pas si c'est complètement vrai de dire qu'on peut laisser une liberté absolue, parce qu'un livre, c'est tout de même un cadre. Ouais, c'est ça. C'est tout de même en revanche, l'idée de jouer avec ce cadre-là, de s'amuser un peu et de se dire que, par exemple, s'il y a trop de pages, pourquoi pas un tome 2 et pourquoi pas revenir 2 ou 3 ans plus tard, c'est aussi quelque chose qui nous amuse beaucoup. Enfin, on veut créer une forme de continuité dans ce qu'on fait. D'accord. L'idée que ce soit forcément des one-shots, non. Qu'on puisse aussi créer une famille poétique, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. En parlant justement, on va surfer sur cette vague-là, en parlant de famille poétique et de travail collectif. Le temps passe trop vite, mais on va découvrir un autre texte, donc celui de Clémentine Beauvais, Décomposé. Donc un recueil dont le point de départ est justement un poème de Charles Baudelaire, donc Une charogne, extrait des Fleurs du Mal. Et donc Clémentine Beauvais est autrice de littérature jeunesse, Songe à la douceur, Brexit romance. Elle est aussi traductrice, enseignante, chercheuse à l'université de York. C'est son premier roman pour adultes et son second roman en vers. Et on va avoir cette expérience un petit peu inédite d'avoir une lecture à plusieurs. Donc Alexandre Bord et Cécile Coulon, vous se prêtez à l'exercice. Et exercice qui va refléter peut-être votre travail de famille collective. On vous écoute. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent.
Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'il avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la force et l'essence divine de mes amours décomposés. Charles Baudelaire. Décomposé. Chapitre 1, Détour d'un sentier, 1855. Rappelez-vous l'objet, longue griffe forgée pour aller décrocher au fond du couloir rose, de velours rose, un être, une âme peut-être, miniature. Oh, j'en ai infligé des griffures, ce nom curieux, ce nom de criminel léger comme un nuage, faiseuse d'ange, ce nom-là, c'est le mien, c'était. Nom de celle qui déracine au creux des amis et des sœurs les graines plantées par erreur. Nom de crime comme une nacelle d'osier, ouatée, qui rend au ciel ce qu'on a déchiré, au paradis toutes ces petites perles de chair, ces anges. Mes femmes, elles pleuraient parfois, souvent, parce qu'il faisait mal cet objet-là quand il s'insinuait en elles, mais finalement pas plus que tous les autres, pas plus que ce déferlement de chair blanche des hommes dans les nôtres, roses, depuis qu'on en a l'âge, et même longtemps avant. Mes femmes, elles me remerciaient de me soulager, de leur dire « ce qui est entré là va en sortir ». J'allais cueillir cela avec d'infinies précautions, sans me piquer, sans trop défricher tout autour, précisément. La mûre tiède me tombait dans la main et son jus de septembre. J'en ai éparpillé de ces petites billes, de ces tout petits étrangers. Où sont-ils maintenant ces anges que j'ai faits, ces souffles minuscules ? Leurs âmes et la mienne, désormais, sont comme des bulles. Je n'ai pas plus qu'eux mérité mon sort, mais je crois que ma mort à moi est quand même plus, disons, bizarre, laissée là à la vue des regards des promeneurs et des poètes, des amoureux, laissée là à l'assaut des bêtes, et je crois que ces passants se demandent encore « est-ce que ce corps, c'est celui d'une bête ou bien d'un être humain ?» Ils préfèrent penser une bête, c'est certain, même si l'on distingue des jambes, peut-être un buste, un reste de cervelle, gras comme du beurre, sous le couvercle éclaté de la tête. Mais tout cela, est-ce une bête ou non, faites que ce soit une bête, ou du moins préservez-nous de toute certitude. Empêchez-nous d'imaginer que des désirs humains aient un jour fait grincer cette ossature, des peurs humaines palpiter cette peau, un cœur humain grelotter cette gorge. Disons, c'est une carcasse, quelque chose qui évoque des os, s'entrechoquant chez un équarrisseur. Pas le squelette d'un semblable, d'une semblable, un frère, une sœur, non, une charogne. Là-bas, une bête grogne, m'ayant arraché un morceau qu'elle ronge de ses crocs caillouteux, j'entends ça sonner creux, râpeux, comme le bois sous le canif des jeunes garçons qui se sculptent des flûtes dans les branches mortes. Les garçons ont eu droit au couteau longtemps avant que moi, j'ai droit à mon objet. Nous en reparlerons. Il sera question beaucoup d'objets coupants. En attendant, voilà la situation. Ceci n'est plus mon corps. Dans la mort, il est devenu celui de tout le monde. Il appartient, au détour d'un sentier, à tout le monde. Faites-en des poèmes. Je préfère cela à la tombe, à la pierre roussie de lichen, je préfère. C'est ma dernière coquetterie. Toi, le poète qui passe avec ta muse sous le bras, brune et rose comme une musette en bandoulière, tu feras l'affaire. Écoute ma musique, tandis que je me décompose. Et pendant que je vous inspire, et pendant que vous m'inspirez, que votre souffle se sature de mes humeurs disséminées,
juste avant que je disparaisse, absorbée par la terre et les bestioles, juste avant que le ciel ou la nature ou autre chose me rappelle, laissez-moi me rappeler. Il faut de la concentration pour raconter toute une vie, le temps d'une promenade amoureuse. Encourager celui qui contemple mon corps à se rappeler le sujet qui s'évapore, ce beau matin d'été si doux. Mes anges que j'ai faits, où êtes-vous ? Chapitre 5. Tout un monde lointain, 1830. Jeanne des Îles, née près de la mer, là où le soleil est plus blanc que neige, là où la mer est chaude comme un bain, loin. Tu es ce qu'on appelle une beauté exotique, prisée parce que son voisinage évoque aux hommes les exhalaisons du rhum, les typhons, les femelles de bêtes sauvages, griffues, et ses fleurs en forme de sexe de femme, pistils crochus, et le lys des bois rares, les longues plages où le prochain bateau n'est pas encore en vue. Ton poète déplie pour toi cet éventail. Jeanne des Îles, pour lui, tu es l'île, et tout ton corps est île, toute ta peau, sable chaud et parfum, et plantes et animaux piqués dessus, et puis sa bouche à lui, elle est comme les caravelles qui accostent dans les encoches des côtes, fichent l'ancre dans les coraux. À la descente, les chaloupes perlent la baie, dénichent les richesses. Tu portes ses désirs dans tes ombres et dans ta souplesse. Sur ta peau, le poète dépose une résille de salive, sur la feuille des traits d'encre. Il te mangerait bien, tu dois avoir un goût de mangue, mais une muse, c'est comme les lobes. Ça ne se gobe pas tout rond, ça s'entretient à coups de langue. Celle de ton poète est leste. Tu te demandes parfois, que restera-t-il de son œuvre, de moi, quand on sera depuis longtemps parti ? Je te promets, par cette vision que j'ai ici et qui va loin au-delà du sentier, qu'il restera beaucoup. On le connaîtra bien. Ce sera l'un des grands. Tous nos enfants l'annonneront, tous nos adolescents recopieront ses vers. Et toi, on te connaîtra grâce à lui. Tes cheveux et ta peau et tes odeurs hanteront d'autres lieux, d'autres époques. Tu seras dans la bouche d'autres hommes qui, comme lui, te rediront, te redonneront vie. Charles. Vous pensez encore à cette carcasse ? Jeanne. Laquelle donc ? Mais enfin, celle qu'on a vue, celle qu'on a sentie, les jambes en l'air, la puanteur si forte, celle qui a failli vous faire défaillir sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Pas un instant. Pas un instant, je ne crus m'évanouir. Allons bon sur l'herbe, Jeanne, j'ai bien senti votre bras mollir. Pas une seconde, je ne crus m'évanouir. J'ai vu vos joues pâlir, Jeanne. Vous crûtes vous évanouir. Pas un instant, pas une seconde, je ne crus m'évanouir. Jeanne, je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, pas la peine de me mentir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous é... Jeanne, vous riez, pourquoi riez-vous ? Mais parce qu'enfin, qui dit crûte ? Qui, avec sérieux, peut dire crûte ? Crûte est un mot qui fait rire. Non, jamais tu ne crus t'évanouir. C'est le poète, c'est lui qui manqua à défaillir, en me voyant, en me sentant. Cette poussière de moi dans un creux de sa gorge, aigre comme un fromage blanc, moi j'ai goûté sa bile sur sa glotte, mercure jaune. Il crut s'évanouir, et c'est ton bras qui l'a porté. Toi, des charognes, tu en as vu d'autres, dès l'enfance, cette enfance pleine de mystères sur les terres conquises, charogne de bœuf, charogne de cheval, un jour une charogne de raie, oubliée à un crochet, souriant, spectre blanc, au boyau débobiné, maillon, violine, tout au bout, le boulet crème de la vessie. Cadavres humains, tu en as vu aussi, de tous les âges, pêcheurs échoués sur la plage, tas de gelées, enfants dégringolés des arbres comme des abricots, et de très vieilles personnes, la peau de cette griseur tendre des souriceaux. Tu as enterré tant de corps dans ce que Charles appelle tes îles paresseuses. Il en aurait fallu bien davantage pour que tu crusses t'évanouir, toi, sur l'herbe verte, vers petit pois du petit bois, au détour d'un sentier à cause de moi.
moi non plus à ta place, je n'aurais pas cru m'évanouir. Ils auraient paré à ma défaillance tous les cadavres de ma connaissance depuis le frère. Il y en a eu des charognes Jeanne dans nos vies, les corps de grands bourgeois mangés par les substances, les corps des putes et des enfants des putes, des vieilles voisines et des anciens amis. Ce n'est pas nous qui crûmes, Charles, c'est vous qui crûtes. Chapitre 11. Chambre, année 1840. Dans la petite chambre de Camille, sous le toit saupoudré de pigeons, voilà notre amour souriant et fébrile. Mon amant connaissait le nom des os, mais pas ceux des membranes, des muqueuses grasses qui se rétractent, qui jouent, qui se retroussent. Et moi qui connaissais leur jeu, j'étais nouvelle dans cet art d'être doux et d'être douce qu'il m'imposait. Car tout en lui était tendresse. Tendresse du hoquet de ses longs doigts, tendresse de sa barbe aux boucles verts et noirs, tendresse de ses yeux confiants, de sa main pétrissant, pas plus qu'un chaton de gouttière, mon ventre blanc. Ensuite, nous parlions de médecine. J'explique. La nuit, je m'occupe des femmes qui ont été mal recousues. Il insiste pour que je l'emmène dans mes voyages nocturnes. Bientôt, nous arpentons la ville sous la lune, à la recherche des adresses où l'on murmure mon prénom. Il me regarde ouvrir ma mallette parfaite, m'approcher des patientes, respirer les souffles âcres, tâter les plaies framboises. Je lui montre. J'explique. Écoute comme ça siffle. Plonge ton doigt dans la blessure. Sens son haleine sûre. Regarde en grappe goûter le sang dur. Laisse ce savoir-là guider ciseaux, rasoir, aiguille. Nul besoin de nommer cet organe qui crie. L'aiguille saura, comme savent ses cousines dans les boussoles, vers où se diriger. Les filles guérissent. Sous mes mains, ensuite sous les siennes. Bien vite, lui aussi comprend ces signes. Il s'émerveille. C'est de la médecine, mais c'est aussi... Il ne trouve pas les mots. Je propose de l'amour. Il trouve cela excessif. Je propose de la compassion. Il trouve cela maigrelet. Je propose de l'intelligence. Mais il veut autre chose. Non, de la grâce. De la grâce, alors, ce sera. À cette époque, souviens-toi, Jeanne, tu l'as vue, je crois, une femme sur la scène de l'opéra semblait tour à tour aigrette et colombe. Tout le monde en parlait. Avez-vous vu cette danse nouvelle? Avez-vous vu ses pieds en pointe, ses jambes comme deux crayons sous la corolle liseron? Elle inventait un moyen de voler en musique. Et c'est ainsi que mon aiguille danse aussi, technique, mais aérienne. Grâce, apprends-moi ce ballet de fil et de métal, me demande Camille. Alors le jour, il fait sur des corps gris des sutures noires entre les autres étudiants habillés comme des corneilles. Et rien de ces dissections ne réveille ces corps gris. Mais la nuit, avec moi, il danse de l'aiguille dans d'autres corps qui ont encore la vie en eux, soucieuses, nichés dans une rainure. Et notre danse ranime cette vie. Elle n'a plus peur. Elle ressort son museau. Elle est comme neuve. Quand nous rentrons dans notre chambre, au mur velu de moisissures, 5 heures du matin cogne vert jaune à la fenêtre. Nous nous débarrassons de nos mallettes, de nos manteaux, de tout ce qui encombre. Les ombres de nos corps sur la porte déjà se rencontrent, avant nous. Bientôt on s'enchevêtre dans le lit beige qui gratte. L'aube nous coud ensemble de ses petits poings bien serrés. C'est de l'amour et de la compassion et de l'intelligence et de la grâce. Nous nous aimons dans tous les interstices de la fatigue. 8 heures claironnent. On se dénoue, mais on préserve dans les plis de nos corps la mémoire exacte des étreintes. Chapitre 16. Détour d'un sentier, 1855. La nuit vient se coucher contre mes restes, fraîche compresse. C'est l'heure où les dîneurs font des découpes noires au carreau jaune, où l'on entend teinter les couverts, l'heure des taches de sauce et des verres remplis, l'heure des disputes en famille et des conversations entre amis. Mes amis à moi, maintenant, ce sont les êtres de la nuit, papillons gris comme en papier, poudrés légèrement, renards râpés aux dents féreuses, riches du sang d'autres charognes, et les acrobaties d'une souris dans la cage de mes côtes, guettée par la hulotte. Loin, 3 clochers chantonnent. « Jeanne, où es-tu passée? Je voudrais bien t'imaginer
dans un lit propre, d'une profondeur et d'une bleuté de lac, ta peau brune, fumée, parcourue de baisers et de frissons, fiévreuse et amoureuse, ayant tout oublié de la charogne au détour d'un sentier. Simplement tendresse, entre les joues des oreillers. Mais il me semble entendre encore ta voix dans les infimes gouttes de moi, rosées de moi, que j'ai laissées sur ton poignet fané, dans les pétales de tes poumons là. Je t'entends dire... Il y avait de la haine dans cette charogne. Je crois que cette femme a fait des choses terribles, et belles, mais terribles, et elle a trouvé la mort sans que personne ne la console. Charles. Ciel, quel roman vous vous inventez? Charles, je le sais aussi sûrement que je sais par cœur le chemin entre chez moi et chez toi. Par cœur le chemin entre ta bouche et la mienne. Je le sais comme si j'avais vécu sa vie moi-même. Vous avez lu bien des récits épouvantables qui vous auront impressionné. Je le sais, Charles, je le sais. Je sais ce que cette femme a été, a fait, et comment elle a été tuée. Alors racontez donc. Racontez-moi. Ce sera un bien joli moyen de faire passer ce ragoût de chevreau. Racontez-moi ce que cette charogne vous inspire. Voyons donc si c'est pire que ce que moi je voudrais en écrire. Et de fait, Jeanne, tu le sais, je peux me taire, ne plus faire l'effort de me souvenir. Alors donc, Jeanne, pourquoi pas toi? Raconte-lui, raconte-moi ce que tu sais, ce que j'ai fait, tout ce que Charles, lui, ne peut pas dire. À minuit, elle part. La nuit où elle décide d'agir. Pour sa petite sœur et ses amis qui étaient comme des sœurs. Elle part dans les flaques d'une neige fondue récemment. Les rues traîtreuses sont givrées. Elle tient dans sa main l'objet. L'objet? Quel objet? Merci pour cette lecture collective incroyable. Alors, nous allons maintenant trouver refuge du coup avec Pauline Delabroix-Allard dans une maison tanière. Alors, Pauline Delabroix-Allard est l'autrice de Sarah contre Sarah, publiée aux éditions de Minuit en 2018, donc roman qui a obtenu le prix France Culture Télérama. Elle est passionnée par la photographie et elle articule ces deux passions du coup dans ce recueil qui est construit en diptyque avec à chaque texte correspond une photo. Donc nous vous écoutons. Maison tanière. Les jours absents. Été 2017, je passe 3 semaines seule dans la maison de mes amis A et M. Chaque matin, je choisis dans la vinylothèque de M un disque différent. J'écris un poème dans le temps que dure l'écoute. Je fais une photographie de la pochette du disque. Je garde ainsi la trace de ces jours où je m'absente du monde. Dimanche 23 juillet. Partita numéro 2 en ré mineur pour violon seul. Johann Sebastian Bach. C'est le premier vinyle posé sur la platine de la maison tanière où je suis arrivée hier. Tu m'as écrit « Bonne route, my love » et aussi « Tu me manques, ma douceur ». J'ai le corps encore tout empreint de toi, gorgé d'amour et du soleil qui tapait si fort aux Saintes Maries de la mer, là où crèche le roi des Gitans, là où la mer est laide comme une mégère, là où tu me montrais tes seins un autre été. J'ai le corps encore tout empreint de toi. Je regarde la marque de tes dents sur le haut de mon bras. Je me demande ce que tu as croqué aujourd'hui, si loin de moi. Ce matin, j'ai acheté du melon, des pêches, un concombre, des tomates au marché, et puis, à l'épicerie, un sachet de bonbons chimiques sur lequel il y a écrit « Happy Life ». Ce serait le titre de ces semaines à venir, « Happy Life pour violon seul ». Vendredi 28 juillet. Montant, Chant de Prévert.
Sur ce disque, il y a une chanson que j'écoutais quand j'attendais un bébé. Je n'attendais rien du tout, et surtout pas un bébé, et certainement pas elle, la vieillarde du siècle prochain. C'est quelque chose de mettre au monde une petite vie en sachant très bien les peurs et les malheurs et les douleurs qui l'attendent. Je n'attendais rien du tout, et surtout pas cet individu qui marche avec moi, K1, KA, sur les sentiers aventureux, sur les pavés casse-gueule. C'est quelque chose d'espérer qu'un jour elle espère, de désirer qu'un jour elle désire, de trembler qu'un jour elle tremble. Je n'attendais rien du tout, mais ce monde-là, sans son froncement de sourcils, sans ses yeux où passent les nuages, sans sa bouche sépia, quelle idée saugrenue. Lundi 31 juillet. Grande fugue en si bémol majeur, Ludwig von Beethoven. Dans un mois tout pile, dans le silence de ton sommeil, un scalpel entrera sous ta chair, un bistouri bousillera ta peau, un homme que je ne connais pas t'enlèvera les seins et te sauvera. Tes seins aux tétons grenadines qui me rendent ivre et captive, un homme que je ne connais pas me les volera. Ma belle endormie, mon icône, ma gredine, ma sainte. Tu te réveilleras, mon alien, ma mutante, ma créature légendaire, ma sauvée, ma sacrée. Tu te réveilleras et tu seras autre et tu seras toi et je collerai mes lèvres à tes tétons grenadines et tu me rendras ivre et captive. Mais à qui je peux dire que je voudrais que tu fugues, que tu te sauves? À qui je peux dire que je préférerais qu'on ne te sauve pas? Vendredi 4 août, Nino Andradia, Nino Ferrer. Paresse des longueurs de l'été, caresse des longues heures enfermées, tendresse des ombres alanguies. C'est la première année que j'aime ça. La lumière assassine, la brise brûlante, la route des crêtes en décapotable rouge, les belles personnes dans un château avec piscine, le rosé qui coule à flot, les corps glorieux la nuit venue, l'indolence, l'insolence, comme au cinéma ou dans un roman de Françoise Sagan. Quand j'arrive enivrée de la vie en technicolore dans le jardin pudique de la maison tanière, accueillie comme une vedette par les miaulements naïfs des chattes ordinaires, me saute au nez le parfum un peu fétide, un peu modeste, des fruits tombés des arbres, rôtis au soleil couillon. Là-haut, le grenier au bois bavard et vermoulu, tanière, et là, les draps râpeux, les livres habituels, la table imbécile, maison. Jeudi 10 août, 32 hits, Elvis Forever. Tous les habitants d'ici dansent un peu. Moi, je n'écoute que d'une oreille la voix du roi du rock'n'roll. Cette nuit, la porte de ma chambre s'est ouverte. J'ai demandé « C'est qui ?» Et c'est ta voix qui a répondu « C'est moi ». J'ai demandé « C'est qui moi ?» Et tu as murmuré ton prénom. Je n'en ai pas cru mes oreilles. Il n'y a que toi pour faire ça, prendre des trains de nuit à travers la plaine, mentir avec dans tes bottes des montagnes de questions, ma rôdeuse, ma brodeuse. Il n'y a que toi pour faire ça, entrer dans une maison endormie où personne ne t'attend à 6 heures du matin et te glisser nu contre moi nu, laisser mes mains te caresser, mes mains qui n'en croient pas leurs yeux. Je n'écoute que d'une oreille la voix du roi que tu détrônes, c'est toi la reine de cœur. Il n'y a que toi pour faire ça, la vie aussi rock'n'roll. Samedi 12 août, do Brasil. C'est bien trop gai cette musique pour ton départ dans la brume en chemin de fer, pour mon départ dans le brouillard sur un autre chemin.
Clap de fin des jours ici. Je ferme la porte de la maison tanière. Merci, merci pour les orages rouges, les pierres complices, les esprits frappeurs, farceurs, les parquets qui dansent, les silences qui pleurent, les absences, les présents, les gestes échappés, les vivantes vivantes, les fantômes outre-noirs. Merci. Sur la pochette intérieure du vinyle de musique brésilienne, il y a écrit « Rangez vos disques verticalement et légèrement serrés ». Je ferme la porte. Je vais essayer, face à ce qui m'attend, de me tenir verticalement. Les jours couchés. Été 2019, je passe à nouveau 2 semaines seule dans la maison de mes amis A et M. Chaque matin, je me couche par terre dans une des pièces de la maison. Je reste allongée un long moment sur les différents sols. Je fais une photographie des différents plafonds. J'écris un poème sur chacun d'entre eux. Je garde ainsi une trace de ces jours où je reste couchée. Mercredi 10 juillet. Couché, couché, couché. Impossible de tenir debout. Impossible de tenir. Debout, je ne sais plus me servir de mon corps. Je titube, je dérape. Impossible de tenir. Hier, jour 0, j'ai passé plus de 17 heures au lit, les yeux fermés, les yeux ouverts. Je regardais vaguement les lueurs du dehors à travers les volets, à me demander s'il était plutôt midi ou minuit. Je n'ai fait que ça, être couchée. Hier, jour 0, complètement KO comme une boxeuse, je me prends l'uppercut reçu il y a plus d'1 an dans la mâchoire. Un roman, mon premier roman. Un roman aux éditions de Minuit. Toute la France sillonnait pendant presque 1 an, toute la France sillonnait pour parler de ce roman, mon premier roman aux éditions de Minuit. Sous le drap, je rêvasse, je ressasse. Ici, dans cette maison, j'avais écrit un bout de ce roman, mon roman aux éditions de Minuit. J'ai eu envie de recommencer, mais rien, non rien, vraiment rien ne sera plus jamais comme avant. Jeudi 11 juillet. Je voudrais du silence. Tais-toi la vie, tais-toi l'été. Mais il y a tous ces bruissements, les feulements rêches des draps revêches, le bordel des mouches qui vibrillonnent, la fièvre de celle qui se pose toujours sur ma bouche, sur ma lèvre inférieure, celle qui désire tes morsures. L'eau qui suinte le long des murs, les bêtes que j'entends marcher dans le grenier, des pigeons truands, des loirs pandards qui progressent sur ma tête. Tout mon corps est pour vous, insectes, animaux, même vous, végétaux, grignotez-le. Je ne peux plus le bouger. Corps immobile, yeux fixes, vie couchée, mise à terre, fauchée, vie renversée, rabattue, étendue. Faites un grand festin, les moucherons, les petites araignées, venez donc. Les boutures, sortez de mes narines, sortez de mes oreilles, poussez en moi, décortiquez-moi, rongez-moi. Puisqu'on ne peut pas faire taire l'été, faites de moi votre monde, je vous en conjure. Vendredi 12 juillet. Longtemps, je me suis couchée dans cette chambre qui donnait sur la rue, une rue de banlieue, une rue bordée de maisons en meulière. Il y avait un placard, un grand placard dans cette chambre qui donnait sur la rue, avec un bouton argenté pour ouvrir la porte du placard. Je me hissais sur mes petites jambes et je contemplais mon reflet, tout petit reflet dans ce bouton argenté. Un reflet déformé, tout petit reflet déformé dans ce petit cercle argenté de rien du tout. C'était moi. Ce tout petit reflet déformé de petite fille, une petite fille avec le vague à l'âme, née comme ça, l'âme déformée comme le visage. Il y avait 2 choses importantes dans cette chambre où longtemps je me suis couchée, le petit bouton argenté du placard et la lumière loyale du lampadaire que je percevais par la lucarne. Quand il s'allumait, quand l'oranger venait caresser le plafond, je savais qu'il était temps,
de fermer les yeux. Samedi 13 juillet. J'énumère les autres plafonds. Celui de chez mes grands-parents, plafond terrifiant. Celui de la première fois où j'ai fait l'amour, plafond complice. Celui de la rue de Kronstadt, mon premier plafond d'adulte. Celui de la chambre où elle est née, plafond malfaisant, avec un néon que j'aurais pu fracasser à main nue, tant c'était inconcevable qu'une telle lumière vienne toucher les yeux de ma lumière. Celui de la chambre des lilas. Celui de la chambre d'hôpital bardée de fils et de tuyaux. Celui de l'antichambre du ciel où j'ai habité un hiver, hier ou avant-hier. Du lit, je voyais les nuages. Je passais des journées couchées sur le dos, absentée du monde, absentée de moi-même. Je voyais des oiseaux traverser les carreaux. Je m'inventais prêtresse antique, augure disant présage. Depuis le silence, depuis l'absence, il me restait ce pouvoir d'écrire la bonne aventure. Vendredi 19 juillet. Aujourd'hui, me lever. Aujourd'hui, ville. Aujourd'hui, asphalte, feu de signalisation. Aujourd'hui, voiture, autoradio, passage piéton. Aujourd'hui, percolateur, croissant au beurre. Aujourd'hui, famille de bourgeois, panier de paille. Aujourd'hui, France Musique, opticien, kebab. Et puis être la première pour m'offrir devant les outres noires le grand silence pieux. Et puis ne pas être la première, mais m'offrir devant les monochromes le grand amusement malicieux. Mon âme sursaute du noir au bleu, du bleu au noir. Aujourd'hui, menu monnaie, comptoir en zinc. Aujourd'hui, sucre candy. Aujourd'hui, mes 5 ans et demi. Aujourd'hui, verre pour boire. Aujourd'hui, jupe. Aujourd'hui, bonjour, merci, au revoir. Aujourd'hui, humain partout, trop d'humains. Aujourd'hui, téléphone. Aujourd'hui, GPS. Et puis m'offrir, au milieu des livres, le grand repos bienheureux. Et puis m'offrir, devant la rencontre avec une statue en grès, les grandes larmes inconsolables. Samedi 20 juillet. Ici, pas de silence. La maison est plus vivante que moi. Elle est plus vigoureuse, plus affairée. Elle m'entoure, elle me veille. Moi qui garde le lit, les livres. Elle me soigne comme une mère, comme un père. Mes parents aussi gardaient les lits, les livres. La maison me protège. Elle me borde le soir, elle me caresse le front le matin. Je pense à eux, mon père, ma mère, avec la maison à mon chevet. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu la voix de mon père, la voix de ma mère. Je sais comment faire. Un coup de téléphone, c'est simple, si simple. Mais parfois cette question me déchire en deux, me foudroie en pleine rue, m'attache au sol, au lit, au livre. Comment je ferais quand je ne pourrais plus jamais entendre la voix de mon père, la voix de ma mère? Merci Pauline Delabroix-Allard pour cette lecture très émouvante. Alors nous pouvons écouter maintenant Suzanne Robalet, qui est auteure, poétesse, comédienne et photographe. Donc elle signe là son premier recueil Des frelons dans le cœur, un texte qui entrelace poème et photographie argentique. Elle sera accompagnée à la guitare par Thomas Gendronneau. Je ne veux pas m'en rendre compte trop tard.
Toi, là, regarde-moi bien. Mes yeux te crient de t'y plonger. Regarde-moi bien là, ma bouche te voit ravaler ta salive. Tu n'oses pas m'enlacer. Avale-moi là, englobe mes histoires, suce bien mes grimoires. J'ai besoin qu'on me vide de mon essence amère. C'est beau, les corps qui se reconnaissent. Des mois, des années, rien. Et soudain, la rafale. Vous autres, osez me dérober à moi-même. Je ne porte sur la bouche que du café et du rouge à la lèvre. T'es mordu, l'âme mon bel inconnu. Je ne porte sur les yeux que leurs nuances de bleu gris et la table où je suis étranger déjà, tu t'enfuis. Je ne porte sur la peau que du soleil et de l'eau. Hasard, tu as disparu, ainsi j'ose et porte au nu mon épaule et mon cou. Ah ouh, je suis la louve citadine à la terrasse de ton bistrot. Je suis la chienne de ta ville. Je viens lécher tes plaies, tes mots. Tu ne portes à la bouche que du tabac et du fruit écrasé entre les doigts, enfumé, évanoui. Tu ne portes sur les yeux que le reflet de mes aveux salit la table où tu n'étais plus qu'une pièce de monnaie. Tu ne portais sur la peau qu'une chemise de trop. Hasard, tu as disparu, ainsi j'ose et porte au nu mon épaule et mon cou. Ah ouh, je suis la louve citadine à la terrasse de vos bistrots. Je suis l'infirmier en maladie. Je viens vous penser le cœur gros. Mes lois sont de celles qui ne s'inscrivent dans aucune constitution. Pourquoi attendons-nous toujours des chiens qu'ils s'assoient? Pourquoi
Tu m'as dit au revoir, comme on regarde une chaise. Nu, j'ouvre l'œil dans des draps inconnus. L'odeur forte du mal m'étouffe. J'ai la gorge serrée d'un dégoût qui s'engouffre. Où es-tu? Je tire la toile sur mes reins engourdis. La levée du corps se fait secrète. Le dehors l'appelle et la porte me happe. Je me dissipe la chair en regret dans l'automne. Où es-tu? Mes pas foulent le sol et pourtant je l'évite. J'ai filé mes dessous. Je n'ai plus de maison au coin de la rue ivre. Mes yeux vagabonds flous se posent sur ton blouson. Tu es là? Tu es là? Tu es là? Ce que j'ai rugi dans ma tête, retourne-toi, retourne-toi, déjà tourné, déjà parti. Je t'ai perdu dans la ville monstre, elle t'a avalé sans vergogne et m'a laissé pour seul cadeau ta nuque et tes pas assurés. J'ai vu que tu pensais à moi. Le dos d'un homme ne ment jamais. Je n'arrive pas à parler de toi frontalement. Je te planque sous métaphore, souvent je mens. Il y a 10 ans déjà, je t'écrivais et puis je me suis tue. Te taire ne t'a pas tué. Je dois maintenant te pointer du doigt, te foutre la honte, te baisser la culotte. Je dois t'anéantir à coups de courage, à coups de panache, à coups de pied au cul. Je dois te faire fuir, décamper, déguerpir, plier bagage, que tu prennes tes jambes à ton cou. Va faire un tour, va voir ailleurs, tu n'iras pas bien loin, je te connais par cœur. Plus tard, si tu as peur de finir seul, tu pourras revenir. Plus tard, en laisse ces muselières, je te laisserai dormir au pied du lit. Dans ton panier, il faudra m'obéir, assis, debout, couché. Plus tard, tu parleras et je pourrai entendre. Je saurai pardonner et je pourrai t'apprendre qu'il ne faut pas blesser les corps en devenir, qu'il ne faut pas ruiner, dérober les sourires, qu'on ne lance pas la guerre quand on n'a pas les armes. On ne sort pas vainqueur lorsqu'on est fait de larmes, non. Ce n'est pas gratuit d'abîmer les jeunes filles. On paie toujours le prix du sang qu'on éparpille. Tu payeras, bestiole. Ma bestiole. Bientôt je lève la couverture. Bientôt tout le monde te voit. En attendant, baisse les yeux. Rase les murs. Incline-toi. On le sait tous, et ce n'est pas de moi. La vengeance est un plat que je mangerai froid.
Entre mes quatre murs, je me dévisage. Je marche les couloirs de mes souvenirs crus. Je n'ai plus de miroir, pourtant je prends de l'âge. Elle me fait le forçat de ces malentendus. Elle n'a pas de maison et ce n'est pas la mienne. Pour combien de saisons veut-elle me rendre vain? Elle voulait mes yeux ronds, que je lui appartienne. Elle me fait disparaître en forçant le destin. Je suis l'homme dans le cœur de la femme. Me voilà prisonnier. Quel train d'être ainsi condamné à ses charmes. Je suis l'homme dans le cœur de la femme. Me voilà prisonnier. Quel drame d'être ainsi condamné à ces larmes. Je suis l'homme dans le corps de la femme. Je n'oserais demander qu'une larme, qu'une larme, pour ainsi m'échapper. « 22h11. Je peux faire ce que je veux de mes journées. I can do whatever I like all day long. Je suis libre. C'est incroyable. Il ne faut jamais, au grand jamais plus, que ça me soit banal. C'est un luxe, le luxe ultime. Si je veux, je peux travailler. Si je veux, je peux ne pas travailler. Il ne faut rien, je ne dois rien, pas parce que j'ai de l'argent ni que j'ai de la veine, mais parce que j'ai l'esprit démêlé, défait des schémas, des maps, des patterns. Si je veux, je peux faire ou ne rien faire. Je peux agir ou rêver, être oisive ou hystérique, rester ou partir, m'enfermer ou simplement faire le tour. Lorsqu'il me revient d'être malheureuse, je peux absolument me rappeler que je suis libre. Libre d'être malheureuse ou bien libre d'être heureuse encore. Je peux choisir. C'est un choix. J'ai ce luxe ultime. Ma seule monnaie, c'est mon temps. Richesse invisible. Beauté immatérielle du temps. Personne ne sait combien il lui en reste. On pense qu'on en aura toujours jusqu'au jour où il n'y en a plus, alors jusqu'ici, je suis riche, riche de temps, riche tout court, et qu'il m'en reste beaucoup ou qu'il m'en reste peu du temps, j'en ai un point, c'est tout, c'est mon trésor. Je peux le dépenser en merveille et en rêve, le dépenser utile, le dépenser partage, le dépenser altruiste et égoïste aussi parfois, et avec ambition, ou simplement le dépenser heureuse. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le luxe, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas le sou, pour toutes celles et ceux à qui on a volé, piétiné, usurpé, bafoué la bourse, pour celui que j'ai déjà perdu, qui a coulé de mes poches, je suis libre. Je peux décider de ma trajectoire. Je peux disposer de mon corps.
Je peux façonner mes discours, tailler dans les mots que j'emploie. Je suis libre. Je ne suis sous aucune autre gouverne que la mienne. Je n'ai aucun autre maître que moi, aucune autre barrière que celle que je me dresse toute seule. Je suis libre. Tout ce dont je rêve est à portée de main. Tout ce que je touche est universel. Tout ce que je possède peut être possédé par tous. I am free. Je ne suis l'esclave de personne. Je ne suis la chose de personne. Je ne suis à personne. Je suis. I am. Je dois être faite pour le désert. Ma vie ressemble à s'y méprendre, à ces dunes de sable courbes infinies, à l'horizon si flou, à ces formes qui tanguent. Je dois être faite pour le désert. Mon cœur ressemble à s'y méprendre, à ces pierres polies, précieuses dans la poche serrée, ramassées en trésor. Je dois être faite pour le désert. Mon âme, à l'âge des vents, qui balaie en poussière les rayons du soleil sur ces sols arides. J'ai l'aspect d'un mirage et la voix du silence. Peu m'importe l'heure qu'il est. Comment vais-je me dépêtrer de l'univers? J'aime le charme du vent, les délices du verbe, les malaises amoureux, être silencieuse avec un être silencieux. La lumière tamisée de l'automne, observer un homme concentré, les collants chauds, le jazz, les anisés. Écrire de la poésie, plonger dans un regard, sentir le feu au ventre, l'ivresse de trop de café noir. La connivence des corps, les arômes de noisettes, la chaleur d'un lit qui m'attend, le calme avant la tempête avant le calme, pleurer, pleurer, pleurer sur du François Hardy, le matin au réveil. Que quelqu'un comprenne vraiment où je veux en venir.
où je veux en venir, où je veux